L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs. Ariel Danan au micro. J'ai le plaisir d'être comme toujours en compagnie de Sandra Jérusalemi pour animer cette émission. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous coordonnez l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle et nous sommes très heureux de recevoir dans cette première partie d'émission Sandrine Schwartz. Sandrine, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes enseignante-chercheuse, docteur en histoire moderne et contemporaine. Vous avez publié une récente biographie sur Eliane Amado-Lévy-Valency. J'espère que nous y reviendrons en fin de cette première partie d'émission si nous avons une minute. Et ensemble, nous allons un petit peu évoquer votre parcours. D'ailleurs, parcours très lié à l'Alliance, puisque vous fréquentez assidûment la bibliothèque de l'Alliance. Nous y reviendrons sûrement. Vous avez enseigné, vous enseignez à l'Alliance actuellement dans le cadre du programme universitaire et également prochainement au SNEJ, à la section normale des études juives. Mais pour commencer, nous allons donc parler du cours que vous donnez actuellement à l'Alliance israélite universelle. Notre ambition était de donner la parole aux jeunes chercheurs ou à ceux qui ont des recherches parmi les plus récentes, parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, à ce que l'on dit souvent, il y a encore un phénomène très novateur au sein des études juives universitaires en France, même si cela ne se fait probablement pas de la même manière qu'il y a une dizaine d'années, mais il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui consacrent tout ou partie de leur recherche doctorale aux études juives. Vous en êtes évidemment un des meilleurs exemples et c'est la deuxième année de suite que vous enseignez dans le cadre de ce programme Nouvelle Recherche. Et là, cette année, vous avez choisi un sujet qui va bien au-delà finalement de ce simple cycle de cours, puisque vous avez décidé de parler de Chouchani, de Monsieur Chouchani, de l'énigme Chouchani, un nom qui évoque beaucoup de choses à beaucoup de monde, sans que l'on sache finalement de quoi on parle. Alors tout à fait, avec un angle bien précis, j'essaie de démontrer qu'au même titre que Jacob Gordin qui serait la face lumineuse des inspirateurs et des initiateurs de l'école de pensée juive de Paris, eh bien Chouchani fut le second initiateur de cette expérience dans une phase beaucoup plus sombre, puisque vous l'avez dit, on ne sait pas vraiment qui il était, encore que des éléments sont en cours de permettre pour démontrer qui il était. En tout cas, il avait des manières peu communes, associé à un savoir encyclopédique aussi peu commun, qui en a fait quelqu'un de fondamental dans la France dans les années d'après-guerre et jusqu'à sa montée en Israël puis son départ en Amérique du Sud. Et à ce titre, on peut le considérer comme un des inspirateurs, un des initiateurs de l'école de pensée juive de Paris. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais simplement, dans vos recherches, est-ce que vous avez enfin compris qui il était ? Est-ce que vous en savez en dehors, nous reviendrons à son rôle intellectuel, mais simplement, qui était ce monsieur Chouchani ? J'ai compris qui il était, non pas pour connaître son identité, qu'il préservait, et à la limite, pourquoi dire quelque chose que lui ne voulait pas communiquer, mais en tout cas comprendre qui il était et le contexte de sa naissance et de sa formation permet d'envisager la méthode qu'il a insufflée, qu'il a distillée à ces grands penseurs de l'école de pensée juive de Paris. Je parle beaucoup de Jacob Gordin, mais c'est fondamental d'insister sur cette personnalité. Il y a eu ceux qui ont été formés par Jacob Gordin, directement et indirectement, et les autres par Monsieur Chouchani. Et finalement, cette filiation entre ces deux personnages signe, au-delà de l'appartenance à l'école Gilbert Bloch d'Orsay et du colloque des intellectuels juifs, de l'affiliation dans l'école de pensée juive de Paris. Est-ce qu'il y a eu des liens entre Jacob Gordin et Monsieur Chouchani ? Alors, je travaille justement sur cette question. Je pense que oui. Les maisons d'enfants, grâce à Rachel Gordin, l'épouse de Gordin, qui était ganénette, et c'est comme ça que Jacob Gordin se retrouve sous l'occupation en zone non occupée, qu'il est proche de l'école des prophètes avec Georges Vajda, André Chouraki, Georges Lévite et d'autres, et Monsieur Chouchani aussi qui fréquente à la fin de la guerre les maisons d'enfants, notamment l'Hirondelle, dirigée par la sœur et le beau-frère de André
Andrénéer et il est possible qu'ils se soient rencontrés. Donc je suis à la recherche de traces, comme toute historienne qui travaille sur des archives, de traces concrètes, mais en tout cas il n'est pas impossible qu'ils ne se soient pas rencontrés. Et alors, à propos de traces concrètes, vous avez une anecdote récemment, donc lors de votre premier cours à l'Alliance, vous avez rencontré parmi les participants du cours quelqu'un qui connaissait Chouchani. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Avec Chouchani, il y a toujours des messages qui viennent comme ça du ciel ou de je ne sais où. Et parmi les élèves, il y avait un des plus anciens élèves de Monsieur Chouchani, qui était son élève à l'école Maïmonide. Marcus Cohn avait fait payer Chouchani pour qu'il donne des cours à certains élèves. Et cette personne a bénéficié des cours de Chouchani et m'a donné des exemples très concrets. Alors, il fait partie de ces jeunes survivants des camps, survivants de la Shoah, qui n'avaient une connaissance assez lointaine des textes de la tradition juive et qui n'avaient pas accès à la méthode de Chouchani. Chouchani n'était pas un pédagogue pour ceux qui n'avaient pas le savoir nécessaire. Mais en revanche, des tas d'anecdotes très précises que je vais d'ailleurs utiliser dans le cadre de mes recherches. Et est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, finalement, qui sont les personnes, les grands intellectuels qui ont été marqués par l'enseignement de Chouchani? Alors, la première personne qui en a le plus parlé et dont on connaît finalement l'existence de Chouchani grâce à lui, c'est Elie Wiesel. Alors, Elie Wiesel, il y a deux choses à démontrer dans ce cours que j'ai proposé à l'Alliance. C'est déjà l'inscription d'Elie Wiesel à l'école de pensée juive de Paris. Une fois que ça s'est réalisé, eh bien, on peut dire en quoi il a été lui aussi inspiré par Chouchani, puisqu'il raconte dans plusieurs de ses livres et dans des articles de presse ses rencontres avec Chouchani qui lui font changer sa méthode, puisque lui est un chassid, qu'il avait été initié au judaïsme Vishnitz dans son enfance, notamment grâce à son grand-père, Reb Dodi, et grâce à Chouchani qui était un mitnagdim, qui venait d'une autre région d'Europe centrale et orientale, eh bien, il a accès à une autre façon de déconstruire les textes de la tradition juive. Le deuxième personnage, et non des moindres, qui porte cette école de pensée juive de Paris, au moins dans sa reconnaissance, c'est Emmanuel Levinas. Alors qui, lui, ne s'intéressait pas du tout au côté mystérieux de Chouchani, ce qui n'est pas le cas de Elie Wiesel, qui en a sans doute dans ses ouvrages rajouté à la légende. Emmanuel Levinas, lui, ce qu'il aimait, c'était cette méthode, ce savoir encyclopédique. Ce monsieur que j'ai rencontré au premier cours m'a dit « Chouchani, c'est mieux qu'Internet. On appuyait sur un bouton et on avait toutes les réponses aux questions qu'on se posait. » Mais il faut imaginer que c'était ça. C'est qu'il était hypermnésique, qu'il lisait un livre et qu'il l'enregistrait. Il était capable de reciter un article de presse qu'il avait lu 20 ans plus tôt. Les textes de la tradition juive, et quand je dis les textes, et c'est évidemment eh bien, la Torah, c'est aussi les Talmuds, c'est aussi les textes kabbalistiques, il les connaissait par cœur, et les commentaires des commentaires. Mais à cela s'ajoutait aussi une connaissance précise de la grande culture. Il était un grand mathématicien, on dit qu'il enseignait la physique quantique. Quand il rencontrait des étudiants en médecine, il était capable de leur donner des cours de médecine. Il avait une culture générale très précise. Il était polyglotte parce qu'il apprenait les langues dans les dictionnaires. Et donc, c'est ce dialogue entre pensée particulière et pensée universelle qui fait aussi la signature de Chouchani qu'il a inculqué à Emmanuel Levinas. L'autre grand penseur de cette école, c'est Manitou. Alors avec une relation je t'aime moi non plus, dont on pourrait parler aussi longtemps, mais surtout quand il est devenu directeur de l'école Gilbert Bloch d'Orsay, Léon Ashkenazi dit Manitou a voulu les meilleurs professeurs. Il a fait intervenir Chouchani, qui a formé donc une génération de jeunes chercheurs ou de jeunes penseurs ou de jeunes cadres de la communauté sans qu'on le sache. En tout cas, maintenant, ça va se savoir. Donc ça, c'est l'objet de votre cours. Les 2 premières séances sont passées. Il en reste 2 autres, les 19 et 26 mars, consacrés à Chouchani. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à venir assister à ce cours parce que plus qu'un cours, c'est quasiment une enquête policière que vous avez menée. Et puis, vos travaux nous donnent beaucoup à penser sur ce qu'a été le renouveau intellectuel de l'après-guerre. Vous avez publié, je l'ai dit en introduction, un ouvrage sur Eliane Amado Lévy-Valency, à qui vous avez redonné finalement ces lettres de noblesse. Et donc, en fait, en conclusion,
Qu'est-ce que vous pensez que ce renouveau intellectuel a signifié pour les Juifs de France après-guerre? Et je me permettrai une petite question un peu plus espiègle. Est-ce que vous voyez un tel renouveau possible aujourd'hui dans la France actuelle? Déjà, il est clair et évident que le passé éclaire le présent et donne une projection dans l'avenir. Donc, savoir ce qui s'est passé hier a forcément une incidence sur aujourd'hui et demain. Dans les études juives, la redécouverte de cette école de pensée juive de Paris est quelque chose de fondamental. Cette école de pensée juive de Paris a redonné une actualité au texte de la tradition juive et sans le savoir ou en le sachant, aujourd'hui, les gens qui pensent et qui pensent dans les études juives, eh bien, s'inscrivent dans l'affiliation avec cette école. Donc l'actualité est une évidence. Après, est-ce qu'il y a aujourd'hui des jeunes chercheurs qui émergent avec l'aura du groupe des quatre, Emmanuel Lévinas, André Neher, Léon Ashkenazi, Eliane Amado-Lévy-Valency? Peut-être qu'on est trop dans l'immédiateté pour le savoir, mais quelque chose en tout cas se dégage et commence à émerger et on peut garder bon espoir pour les années à venir. Alors, sur ce sujet qui vous passionne et qui nous passionne, vous êtes déjà intervenu donc l'année dernière auprès des étudiants du SNEJ dans le cadre du groupe Leadership, donc qui se concentre sur le judaïsme français justement et ses options de renouveau. Et vous allez encore intervenir cette année sur le même sujet. Quels échos, quels retours vous avez eu avec ce groupe? Alors, j'ai été agréablement surprise je peux le dire, de l'intelligence, de l'intérêt de ces jeunes gens, parce que s'intéresser à des questions culturelles, à des questions d'histoire, quand on est dans le monde du travail, quand on a un job, eh bien, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Mais les questions, en tout cas, et l'engouement m'a semblé tout à fait intéressant et pertinent. Et même moi, qui travaille sur ces questions, eh bien, ça m'interpelle. Des questions même m'aident aussi dans mes recherches, et je vais poursuivre. Cette école de pensée juive de Paris, qui s'est articulée autour, je l'ai dit, de l'école d'Orsay et du colloque, eh bien, ne s'est pas terminé à ça. Il y a eu le QEJ, il y a eu d'autres expériences aux côtés de la revue Pardes. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'Alliance, les choses aussi se font et se défont. L'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. Récemment, je donnais une conférence à l'université Bar-Ilan sur Eliane Amado, où ils ont carrément un département sur l'école de pensée juive de Paris. Je pense qu'on peut garder espoir pour que les choses se développent. Et grâce au SNEJ aussi, c'est un élément de ce renouveau. Merci beaucoup Sandrine Schwark, merci de participer à nos différents programmes d'enseignement et nous nous retrouvons dans une deuxième partie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'émission L'Alliance des Savoirs. Je suis Sandra Jérusalemi en compagnie d'Ariel Danan pour animer cette émission et notre deuxième invité aujourd'hui, c'est Emmanuelle Bérébi. Présidente fondatrice de l'association Sephora Bérébi et nous sommes là aujourd'hui pour parler donc de cette formidable association et puis des projets à venir et des partenariats existants et de tout ce qui existe avec cette association. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'histoire et des activités de cette association ? Bonjour Sandra, bonjour Ariel. L'association est récente, elle a été créée en 2017 en hommage à notre fille Sephora, cofondée par Gérald et moi. L'idée principale de l'association, c'est d'accompagner les enfants qui sont empêchés dans leurs apprentissages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être empêché dans ses apprentissages ? Il peut y avoir de multiples raisons. Ce peut être pour des raisons socio-culturelles, financières, médicales, stéréotypales, par exemple. On peut, en tant que fille, ne pas accéder ou moins bien accéder à certaines études parce que le contexte et l'environnement ne le favorisent pas. Voilà l'idée principale qui sous-tend les diverses initiatives que nous lançons et que nous poursuivons avec l'association. Du coup, nous nous sommes organisés en 2 pôles. Un pôle autour de, le plus récent, l'accompagnement des enfants malades, et l'autre pôle pour l'éducation solidaire et pour pouvoir accompagner les enfants à divers niveaux et au travers de diverses activités.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de toutes ces activités? Parce que ce qui est frappant avec l'association Sephora Bérébi, c'est qu'elle est incroyablement éclectique, touchant à des domaines que l'on n'imaginait pas, ou en tout cas qui sont très peu présents, notamment dans les écoles juives, et vous répondez à mon avis à un véritable manque qui existe actuellement dans les écoles juives, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites au sein de cette association. Donc pour bien comprendre, simplement quelques exemples de vos activités récentes ou à venir. L'idée dans le pôle d'éducation solidaire, c'est en effet de proposer quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, on peut avoir des stages de construction d'un robot qu'on trouve relativement rarement, et quand on le trouve, ce sont des sociétés privées commerciales qui le proposent à des tarifs assez conséquents. Ce peut être des cours d'anglais au moment du déjeuner. Ce peut être des activités d'initiation à la programmation de manière ludique. Ça peut être des permanences d'aide aux devoirs. Ça peut être des cours de soutien scolaire pour des enfants qui ont des troubles qui commencent à être diagnostiqués. Et d'une certaine manière, vous avez l'air d'être en fait à la pointe de l'éducation sur des sujets novateurs. C'est une certaine manière de challenger un petit peu l'éducation aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? C'est une très bonne question. Je pense que peut-être que, et je l'espère, ce qu'on fait à l'heure actuelle sera inutile dans 10 ans. Mais c'est difficile pour l'éducation nationale de progresser. Et quelque part, ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre à un besoin actuel. Quand je parlais des activités high-tech et numériques, l'idée, c'est pas que tous les enfants doivent devenir des développeurs informatiques. L'idée, c'est qu'on vit dans un monde ultra technologisé et que avoir conscience de ce que ça implique passe par quelque chose de concret. On fait faire des choses concrètes aux enfants. De ce point de vue-là, oui, on peut considérer qu'on est une forme de laboratoire expérimental de ce que pourrait être l'école de demain. Par exemple, de notre point de vue, l'école de demain ne pourra pas rester sous format de cours magistral. Ce qu'on expérimente aujourd'hui, ce sont des petits groupes d'enfants qui apprennent ensemble, qui sont sujets de leurs apprentissages. Alors évidemment, ça demande un taux d'encadrement assez important, mais ça en vaut clairement la peine. Ça peut redonner le goût d'apprendre à des enfants qui sont parfois limite en décrochage scolaire. Et c'est aussi une configuration très intéressante parce que aujourd'hui, les enfants, ils sont soit dans cette posture d'écoute d'un cours magistral, soit dans un cours en bilatéral, soit devant leurs écrans. Mais devant leurs écrans, passifs, pas proactifs. Et c'est ça que nous voulons leur apprendre. C'est dans le cadre de temps d'écran limité, comment reprendre le contrôle, reprendre la main. Alors nous l'avons dit, cette association est relativement récente et j'aimerais que vous nous parliez d'un événement qui se déroulera le 25 mars prochain, qui est le premier gala, si je puis dire, de l'association Sephora Bérébi. Un moment extrêmement important parce que vous faites énormément de choses. Les gens peuvent aller sur votre site internet, on en donnera les coordonnées à la fin de l'émission. C'est incroyable toutes vos activités et vous les faites avec très peu de moyens. Or est venu le moment peut-être de développer, parce que véritablement vous répondez à un besoin. Vous vous êtes décidé finalement à réaliser une première soirée qui se déroulera le 25 mars. Donnez-nous quelques détails sur cette soirée. Alors cette soirée a lieu le 25 mars à l'appartement des Salons Hoche. C'est aussi une soirée musicale puisque la violoniste virtuose Déborah Nemtanou sera parmi nous et assurera toute la partie musicale avec le talent qu'on lui connaît lors de cette soirée. Il y aura également une mise en vente aux enchères d'une série de reproductions inspirées par Sephora, une artiste plasticienne, Suzanne Botrel. Évidemment, il y aura un cocktail dînatoire et les trophées des bourses accordées aux doctorantes par un jury prestigieux seront remises à cette occasion. Comme vous le disiez, Ariel, pour nous, c'est très important. Le proof of concept de l'association est maintenant avancé. Nous savons que ce que nous faisons répond à un besoin. Nous l'avons testé, nous l'avons expérimenté. Les feedbacks sont positifs.
pour se déployer, pour mettre ces initiatives au service de tous, il nous faut maintenant avoir les moyens et que ça ne repose pas uniquement sur quelques bénévoles très intenses, certes, mais des gens qui nous aident de manière plus régulière. À développer des projets. Donc on encourage tout le monde, tous les auditeurs qui sont touchés par l'association et par ses actions, aussi bien en bénévolat et en dons numéraires, à participer à ce gala du 25 mars. Et alors à propos d'expérimentation, donc vous avez parlé, il y a notamment, vous intervenez, l'association Sephora Bérébi intervient régulièrement dans les écoles de l'Alliance israélite universelle. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous tous, en tant que représentants de l'Alliance. L'Alliance, dès le départ, dès la naissance, en quelque sorte, de l'association, nous a ouvert les portes, nous a mis des locaux à disposition, ce qui correspond aussi à un parti pris, c'est-à-dire se mettre le plus près des enfants pour faire en sorte que ça soit pas une galère pour les parents, de leur donner un accès à cette aide, à ces soutiens, à ces activités numériques, etc. Donc oui, nous intervenons dans ces écoles grâce à vous. Aujourd'hui, au moment où je parle, Gérald, avec une équipe, est en train de mener un atelier de construction de jeux vidéo dans une classe de 5e à l'école de Pavillon-sous-Bois, avec laquelle nous collaborons régulièrement grâce à Laura Attias. Voilà, donc énormément de projets extrêmement intéressants. Dites-nous quand même un mot d'une des activités, parce que cela rejoint aussi une activité qui avait été créée par l'Alliance en Israël cette fois, autour de l'enseignement des mathématiques et des sciences pour les jeunes filles, où là vous avez choisi véritablement un parti pris bien clair. L'idée est d'essayer de donner les moyens à chacun, à son niveau, d'arriver à un niveau d'excellence. Donc, nous sommes aussi concernés directement, a fortiori en raison du parcours de notre fille, par l'accès des jeunes filles aux carrières scientifiques et en l'occurrence particulièrement au métier de la recherche en mathématiques et en sciences informatiques, là où elles sont le moins représentées, pour toutes sortes de raisons. Du coup, nous avons monté, et nous en sommes à la 3e édition, ce qui n'est pas un moindre motif de fierté, nous avons monté une bourse pour des doctorantes dans ces deux disciplines, doctorantes inscrites dans un laboratoire de recherche soit en France, soit en Israël. Et ce qui fait la valeur, au-delà de la bourse qui est allouée aux 4 lauréates, ce qui fait la valeur, c'est le jury prestigieux que nous remercions vraiment du fond du cœur de nous accompagner depuis le début. En l'occurrence, cette année, le président du jury, c'est Laurent Laforgue, médaillé Fields et chercheur à l'IHES. Et le président du jury en Computer Science, c'est Xavier Leroy, détenteur d'une chaire au Collège de France. Merci beaucoup Emmanuelle Bérébi. Juste dites-nous, pour les auditeurs intéressés, quelle est l'adresse du site internet pour avoir un aperçu de toutes vos activités et pour évidemment s'inscrire à la soirée du 25 mars. Le site internet principal de l'association, c'est sephoraberebi.org. Vous pourrez trouver dessus toutes les informations concernant le gala, si vous souhaitez nous aider et nous encourager, ou nous écrire à gala@sephoraberebi.org. Mais nous avons aussi un site dédié pour l'accompagnement des enfants malades, mieuxvivremoiaussi.org, et un site dédié pour les bourses aux doctorantes en mathématiques et en informatique, sephoraberebi.ai. Merci Emmanuelle Bérébi, donc de l'association Sephora Bérébi. On finit cette émission avec le calendrier des activités de l'Alliance. Oui, le 16 mars, donc demain, au SNEJ, le dernier cours de Talmud avec le rabbin Michael Azoulay. Mardi 17 mars à 19h30, c'est Armand Abécassis qui continue son cours sur le défi de la terre d'Israël. Est-ce un lieu pour Dieu ? Les 18 et 25 mars à 19h, le cours universitaire d'Isabelle Cohen, Métamorphose du couple dans la Torah.
Le 19 et 26 mars, c'est Sandrine Zwark, qui était donc notre invitée en première partie, qui continue son cours sur Chouchani et l'école de pensée juive de Paris. Le 23 mars, présentation du livre de Martin Messica, Politique d'accueil, État et associations face à la migration juive du Maghreb en France et au Canada des années 50 à la fin des années 70. L'occasion d'entendre un jeune chercheur qui vient de terminer sa thèse d'histoire sur l'histoire du peuple juif. Et enfin, le lundi 23 mars, on reçoit au SNEJ, donc pour les 20 à 35 ans, Sharon Bar-Korva qui commencera un cycle sur les civilisations ashkénazes. Alors évidemment, nous vous conseillons, au vu de la situation sanitaire en France actuelle que nous suivons au jour le jour, nous vous conseillons de vous inscrire, de nous faire part de vos intérêts pour ces différentes manifestations pour avoir toutes les informations nécessaires à leur bon déroulement, car nous prenons toutes les précautions nécessaires et les précautions recommandées tout en essayant de maintenir une vie la plus normale possible. Et donc rendez-vous sur le site de l'Alliance aiu.org, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram ou enfin au téléphone au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Merci beaucoup. Merci Ariel. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.